Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, encore une fois, avec mon complice Charles Dagneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a deux sujets qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, sauf que c'est des choses récurrentes. Alors, toi, moi, je vais vous parler de théorie du complot. Tu vas parler des complotistes. Et des conspirationnistes. Et moi, je vais parler des cascadistes. Oui, parce que c'est là, toi aussi, tu as quelque chose... Parce que les théories du complot, ça finit toujours par revenir. Et toi aussi, c'est quelque chose qui finit toujours par revenir. Les gens qui s'en vont se jeter dans les chutes Niagara. Les sauteurs du Niagara. Ouais, alors là... C'est un endroit que j'ai beaucoup visité, les chutes Niagara. Alors, je suis à l'écoute. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis l'enfance. J'étais bien chanceux parce qu'on avait de la parenté en Ontario, à North Bay, pour être précis. Alors, moi, je me retrouvais sur la base militaire, mais mon frère Patrice, qui a un an de moins que moi, lui, il a eu la chance d'aller à Niagara Falls. D'ailleurs, un endroit que tu mentionnes, tu connais très bien, que tu vraiment, qui fait partie de ta carrière. Quand on a été guide accompagnateur de touristes, c'est sûr qu'on est allé à Niagara Falls souvent. Et puis après avoir regardé les merveilles de la cataracte, d'ailleurs, c'est une attraction depuis le 17e siècle et peut-être même avant ça. C'est difficile à dire, mais les premiers explorateurs du Canada, de l'Amérique, ont décrit cette merveille naturelle-là, puis ça a fait un boom en Europe à ce moment-là, puis ça a donné une impulsion que les gens viennent ici pour s'établir en Amérique pour voir les chutes du Niagara. C'est un icône. C'est au milieu du 19e siècle, exact, vraiment, que c'est devenu une destination touristique. Maintenant, ça remonte quand même l'histoire aux Premières Nations, la légende voulant que le dieu du tonnerre habite la cataracte et puis qu'on a effectué des sacrifices humains. C'était épique, mais malheureusement, c'est de l'ordre... Heureusement, c'est de l'ordre de la légende. Mais par contre, il y a eu réellement plusieurs histoires d'horreur qui ont eu lieu là. On peut parler, de navires, entre autres, qui ont été envoyés dans les chutes, mais on voulait savoir si on pouvait survivre à ça. Fait que plusieurs qui ont mis des animaux, dont un bison, des oies, des renards, puis on les a balancés par-dessus la cataracte, voir si on pouvait survivre. C'est la cruauté d'une époque, n'est-ce pas? Il y a un oie qui a survécu, paraît-il. Après ça, il y a eu le navire américain, le Caroline. C'est la rébellion de 1837. Alors là, on est en train de chasser les Américains, et puis il y en a un qui a comme... il y a eu l'arrogance d'amener un navire américain, puis quand les Canadiens l'ont pris, ils l'ont mis en feu, puis ils l'ont balancé dans la cataracte. La Caroline était de l'autre côté, du côté américain. Du côté américain. C'est que les rebelles du côté canadien il y avait beaucoup d'Américains parmi eux qui étaient venus les aider. Et là, les forces loyalistes ont traversé la rivière et sont allés subrepticement s'emparer du navire. Que ça nous serve de leçon. Mettre le feu et l'envoyer dans les chutes. Aussi, ça a donné lieu à plusieurs suicides bizarres. Et c'est pas tous les gens qui se sont tentés de suicider qui sont morts. Il y en a qui ont survécu à ça. Même dernièrement, on voyait une photo d'un homme que sa vie était gâchée par la dépendance au jeu. Il a décidé de mettre fin, puis il est allé sur le bord de la grande cataracte. Puis là, le pied est resté coincé dans des roches. Et puis, il est resté perché comme ça sur le bord de l'abîme, debout, pendant des heures, et puis il y a des sauveteurs qui ont risqué leur vie, mais l'homme a été sauvé, et puis maintenant, aujourd'hui, il a repris le contrôle de sa vie, et tout ça, mais la plupart, c'est définitif, qui n'ont pas survécu. Il y a eu, en 1990, un kayakiste de 28 ans du nom de Jesse Sharp. Il venait du Tennessee. Lui, il était tellement certain de réussir le saut en kayak de la grande cataracte du Niagara qu'il avait réservé pour le grand souper le soir. On l'a retrouvé quelques temps plus tard dans le fameux rapide aussi, qui est en aval des chutes. C'est un endroit effroyable. Hein, oui, tout à fait. Pour le dire comme ça. En octobre 1995, un autre cascadeur américain, dénommé Overcracker, s'il y a une autre circonstance, ça n'est un, lui a décidé de sauter en jet ski.
On est un peu plus moderne, n'est-ce pas? Puis c'est plus spectaculaire, afin de générer de l'attention sur le sort des sans-abri en Californie. Alors, il est venu de loin pour son... il aurait pu réussir si son parachute avait ouvert. Et puis là, bien évidemment, s'est retrouvé dans le rapide, lui aussi. Il y avait un survivant d'un plongeon sans protection en 2003. Lui a échappé au rapide même, dénommé Kirk Jones. Mais lui, il a retenté l'exploit en 2017 dans les boules gonflables. On voit ça un peu. Et puis, évidemment, bien, il est resté celui-là. En 2009, il y en a un autre qui a sauté puis qui a survécu. Puis je parlais justement de notre monsieur tantôt, là. Alors, ça date pas d'hier, l'attrait qu'on a pour sauter. Il y a eu beaucoup d'acrobates qui ont traversé les chutes dont on préféré, le grand Farini. Oui, le premier, c'était le grand Blondin, en français, mais pas longtemps après, il y a eu un Canadien, The Great Farini, qui était un monsieur Hunt Farini, c'était pas son vrai nom. Blondin, lui, avait proposé des volontaires d'embarquer avec lui, puis qu'il va les traverser au-dessus des chutes sur son dos. Évidemment, personne ne s'est avancé, alors, donc il a forcé son gérant. Et ça a été une horreur. Ils ont passé proche d'y rester toutes les deux. Le gérant a figé. Et puis là, il était plus capable d'avancer. Puis il y a un saboteur qui a tenté de couper un haut-banc. Alors, la corde s'est mise à vibrer, mais ils s'en sont sauvés toutes les deux. Puis d'ailleurs, tu me disais que Farini a recommencé l'exploit avec Blondin. En fait, a fait un numéro avec Blondin où tous les deux traversaient sur la corde et se portaient chacun leur tour sur leurs épaules. Et voilà. Alors, parmi tous ces acrobates et trompes de la mort, il y en a même un qui a sauté en bungee au début du 20e siècle. Ça n'existait même pas. Je crois que c'est l'inventeur du bungee. Et puis, les sauteurs volontaires. Eux autres, c'était des gens qui étaient souvent à la recherche de la notoriété pour toutes sortes de raisons. La première, une dénommée Annie Edson Taylor, en 1911, était enseignante, mais avait des problèmes financiers, puis elle a eu l'idée, ben oui, d'aller chercher une notoriété en devenant la première à sauter volontairement les chutes, et puis elle a survécu. Donc, chanceuse de ce côté-là, mais ça ne lui a pas apporté la fortune qu'elle recherchait. Donc, elle est morte dans la pauvreté quelques années plus tard. Bobby Leach, un autre cascadeur, en 1911, lui, il a conçu un baril en acier. Il va sauter les rapides en premier, ce qui est déjà un exploit, parce que c'est un endroit horrible, comme je mentionnais tantôt. Il saute les chutes, et puis il a sauté en parachute du haut du pont qui est au-dessus des rapides. Et puis, quand il a sauté les chutes dans son baril d'acier, lui, il s'est littéralement là, cassé la gueule, c'est-à-dire fracture de la mâchoire. Et puis, il a survécu à ça, très amoché, mais un cassage de gueule, là, pour le dire. Puis, ce qui est étonnant, c'est qu'il va mourir plus tard d'une banale chute en glissant sur une pelure d'orange. Alors, on n'est jamais garanti contre la grande faucheuse. Charles Stevens. Je parlais de mon frère un peu tout à l'heure, qui lui avait eu la chance dans les années 60 d'aller visiter le fameux musée. Et puis, il décrivait l'horreur de ça, des barils étranges. Puis il dit même, il y en a un, à un moment donné, ils ont ouvert le baril, puis une tête a roulé à l'extérieur. Et on était complètement frissonnant d'horreur à penser que quelqu'un pouvait faire ça. Alors, voici que c'était vrai. Charles Stevens, en 1920, père de 11 enfants, il est cuisinier. Lui, il conçoit un baril haute technologie. On regarde ça, il y avait de l'éclairage avec des batteries à l'intérieur, un système de recyclage atmosphérique. Mais il était obsédé par le fait qu'il voulait que le baril demeure dans une position verticale, un peu à la façon d'un flotteur de pêche. Donc, il va lester le baril énormément avec 100 à 200 livres de poids qui va attacher à ses pieds. Le baril passe par-dessus, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le poids s'est transformé en un bélier incroyable. Le baril a été complètement déchiqueté, ainsi que son occupant. Et puis, on a pu identifier un de ses restes parce qu'une planche de bois avec un bras toujours attaché a flotté dans le rapide et puis on a reconnu le tatouage du gars. Alors, disons que celui-là, là, c'est pas mal une des plus horribles histoires. Plus horrible que la version qui t'avait été contée. Jean Lucier, un Québécois, dans une balle en caoutchouc. Très intelligent, ingénieux, une balle en caoutchouc, c'est très sécuritaire, 6 pieds de diamètre.
Quand on l'interviewe à la suite de son exploit, il dit « Est-ce que vous étiez effrayé? Est-ce que vous avez eu peur? » Moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est de me faire prendre par la police. Typiquement québécois. 15 juillet 1930, George Statakis, un autre cuisinier de son métier, il y avait une tortue, son animal familier, c'est une tortue, puis il a décidé de l'amener avec lui. Alors, il a conçu un baril pour la circonstance. Il allait résister, très étanche, 3 heures de réserve d'air à l'intérieur. Alors, pour son malheur, lui, il est resté coincé au fond, en dessous de la cascade, dans les rochers pendant 18 heures. Mais la tortue a survécu, ce qui est à peu près... C'est assez étonnant, mais voilà. Ça montre la résistance d'une tortue. C'est son métabolisme probablement se ralentit, parce que c'est des animaux sans froid. Maintenant, une affaire de famille. Il y avait un dénommé Hill, Red Hill. Lui, c'était un sauveteur du Niagara. Il avait plusieurs fois descendu les rapides. Il a récupéré les corps de 28 personnes qui se sont jetées dans les cascades. Il en a sauvé tout autant. Même c'est un nageur émérite. Il a traversé les rapides à nage. Il a même fabriqué un baril d'acier. Et puis, il ne l'a pas utilisé. C'est son fils qui, pour faire honneur à la tradition familiale, il va faire 2 tentatives. Dans le premier, il est resté coincé dans un tourbillon, puis il en est ressorti tout étourdi, mais il est encore vivant. Et puis, il va retourner dans le baril, puis il va descendre des rapides. C'est juste pour dire, nous autres, on est des toughs, alors voilà. Et puis, le 5 août, un peu plus tard, il va retenter en 51 le fait, mais lui, il va avoir un truc qui s'appelle de ting. C'est un filet avec des chambres à air autour. D'accord. Disons que le filet s'est décomposé, puis il ne survivra pas à ça. Donc, il a suivi les traces de son célèbre père, mais lui aussi, il est resté. Nathan Boyan, 1960, un étrange personnage qui surgit, un Afro-Américain, il appelle sa sphère de caoutchouc la plongosphère. C'est de circonstance, Plongosphere. Lui, il va être arrêté après son exploit auquel il survit, mais il va avoir laissé des messages cryptiques dans le genre Plongosphère, émergeur des ténèbres vers la lumière, et puis il a dit qu'il a accompli son exploit pour une raison personnelle, de vaincre ses peurs. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vaincre ses peurs comme ça. On passe à travers les époques, puis là, ça devient de plus en plus sophistiqué. Là, les barils, tu sais, les premiers qui ont sauté ça dans un sac en papier, tout le monde s'entendait à ce qui meurt, puis c'était le spectacle. Annie Taylor, c'était un baril de bois. Alors que là, ça commence à ressembler à des capsules spatiales. Oui, des bathysphères. Alors là, il va en avoir toute une série. Eux autres vont survivre aussi. Il y en a qui vont retenter plusieurs fois l'aventure. Dave Mundy, entre autres. Mais là, l'amende va passer de 500 $ à 10 000 $. Donc, ça va refroidir l'instinct de plusieurs de ces... Oui, parce qu'ils ont très tôt interdit, en fait, de faire ça. Exact. Alors, les autorités jugent qu'elles ont autre chose à faire que de sauver des cascadeurs qui se mettent en danger eux-mêmes. Le dernier saut, 1995, ça, c'est un baril occupation double. Il y a un couple à l'intérieur et puis ils vont réussir l'exploit. Ben, là, ça va perdre l'intérêt puis le musée va poursuivre la tradition, si on veut. Sauf qu'en 2019, un autre fait étrange, on en avait déjà parlé, je pense, ou peut-être toi, il y avait une barge qui était échouée en amont de la cascade et puis elle est restée coincée là pendant plus de 100 ans. Elle s'était détachée, ses amarres s'étaient détachées. Il y avait deux occupants. Et il y avait 2 occupants en 1915. Et ils l'ont coulé. Et en fait, elle est allée se coincer entre les rochers. Mais les 2 occupants avaient ouvert les vannes pour qu'elle coince. Oui. Et là, il fallait aller les chercher. Et c'est un acrobate qui leur a envoyé un filet qui est allé les chercher un par un en les transportant sur son dos. Et elle est encore là. Sauf qu'elle vient d'être délogée récemment parce que là, il y a des changements climatiques de nos jours et puis il y a des températures extrêmes, des vents extrêmes, des courants. La barge a été délogée. Elle se rapproche de la cascade. Mais elle n'est pas encore disparue. Tombée à l'intérieur. Disons que la cascade, elle recule depuis 12 000 ans. Là. Oui. Alors là, on peut s'attendre à avoir un petit spectacle d'une énorme barge qui va plonger. C'est ça. D'ailleurs, je l'ai vu souvent, puis elle me semble plus composée de plus de rouille que d'autres choses en ce moment. Alors, merci pour cette petit florilège de casse-cou dont on peut s'interroger des fois sur leur santé mentale. Et moi, parlant de santé mentale, je vais parler de théorie du complot. Alors, il faut d'abord essayer de
Parce qu'on en a beaucoup parlé depuis quelques années, surtout depuis que Donald Trump a été président des États-Unis. On a même inventé des mots, conspirationnisme, complotisme, on se traite de complotiste, etc. Alors, de quoi on parle, premièrement, quand on parle de théorie du complot? En fait, il peut y avoir deux sens à ça. Mais au départ, la théorie du complot, c'est, selon Peter Knight de l'Université de Manchester, une théorie qui se veut cohérente, c'est pas juste une rumeur, là, et qui prétend qu'un petit groupe de gens puissants se coordonne en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste affectant le cours des événements. Il peut y avoir deux variétés de théories du complot. Il y a des théories de complot, un événement particulier, et on dit, il y a eu un complot ici. Meilleur exemple, l'assassinat de John Kennedy, pour lequel on a... la seule chose qui est prouvée, c'est que Lee Harvey Oswald a tiré. On ne sait, mais il y a des complots, il y avait d'autres tireurs. C'est qui était derrière ça? Est-ce que c'est la mafia? Est-ce que c'est... Lyndon B. Johnson. Une pléiade de suspects, un peu trop de suspects même, pour que ça soit vraisemblable. Et ça, c'est des théories de complot. D'ailleurs... sont souvent rationnels. Je veux dire, il y en a des complots. En tout cas, il faut espérer, parce que si on compte les milliards de dollars qui sont dépensés par des services secrets dont le rôle est essentiellement de faire des complots et de déjouer les complots de leurs collègues, il faut espérer qu'au moins il y en a quelques-uns pour ce prix-là. Mais ça, c'est le complot, on pourrait dire, spécifique. Mais il y a aussi la théorie du grand complot mondial. Ça, c'est plus récent. Parce que les théories des complots... anciens, on peut remonter chez les Romains, quand quelqu'un d'un peu en vue mourait subitement, on soupçonnait tout de suite qu'il s'était fait empoisonner, ce qui négligeait la possibilité de maladies subites et de crises cardiaques et de toutes sortes de choses, et d'empoisonnement accidentel aussi. Mais on pensait à ça tout de suite. On a juste à penser, durant la Grande Peste de 1348, les chrétiens accusaient les Juifs d'empoisonner les puits. Là, déjà, on se rapproche de la deuxième sorte de complot, le grand complot mondial, qui est censé avoir des tentacules partout. Ça, c'est plus récent, un petit peu comme modèle de complot. Le modèle de ça, l'original, si on peut dire, c'est à la fin du Moyen Âge, début des temps modernes. Donc, on parle du 16e siècle, le 17e siècle. On voit l'influence du diable. On dit le diable, seigneur de ce monde. On pense que le diable, à cette époque-là, on pense comme une personne, vraiment, là, quelqu'un, et il a des agents partout dans le monde qui travaillent à son œuvre néfaste. Qui sont ces agents? Bien, les sorcières. D'ailleurs, les femmes, en général, sont toujours un peu perçues comme des agents du diable. Évidemment, les hérétiques, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas de la même confession chrétienne que nous autres. Les païens, donc les musulmans, les juifs, puis les païens des autres pays, entre autres les missionnaires qui sont venus en Amérique, étaient convaincus que le continent complet était sous l'emprise du diable, puisque les Autochtones n'étaient pas chrétiens. C'était souvent lié au millénarisme, c'est-à-dire à la croyance que la fin du monde approche et que ça va être la lutte entre le diable et le bon Dieu, la bataille d'Armageddon. Alors, ça fait 2000 ans qu'on nous prédit que la fin du monde est proche, là. Et ça, c'est la théorie qui a prévalu en beaucoup 16e et début du 17e siècle. Première moitié du 17e siècle, on va dire, l'époque de la chasse aux sorcières, là, c'était beaucoup lié à ça. On les voyait comme des agentes du diable. Tout ce qui arrivait de mauvais, ça venait de lui. Ça va se laïciser tranquillement au 18e. Les théories du complot vont à un moment donné sortir de faveur à ce moment-là, mais il va se créer de vraies sociétés secrètes. Donc, des gens qui sont susceptibles d'être suspects. Parmi celles-là, la franc-maçonnerie, qui va devenir suspecte parce que les délibérations sont secrètes, parce que c'était le seul endroit où des gens de différentes religions pouvaient se rencontrer et se parler sans être excommuniés ou quoi que ce soit par leurs églises respectives. Il y a eu aussi un vrai complot par une société qui s'est appelée les Illuminés, qui était en Bavière, les Illuminati, comme on parle parfois. Alors, c'était une société secrète allemande au 18e siècle qui voulait faire une révolution pour amener, on disait, les Lumières, donc une société éclairée. C'était dirigé par un philosophe et théologien qui s'appelait Adam Weishaupt à Ingolstadt, en Bavière.
Et là, à un moment donné, la chicane empoignante les membres. On est en 1776, et finalement, il y en a qui les ont dénoncés, et il y a un édit du gouvernement bavarois en 1785 qui a interdit la société, les membres ont été arrêtés. Elle a disparu, mais on n'arrête pas de dire qu'elle revient depuis ce temps-là, mais en fait, il n'y a aucune preuve qu'elle existe encore. Va arriver la Révolution française. Et après la Révolution française, il y a un religieux qui va écrire un ouvrage où il va prétendre que la franc-maçonnerie est la cause de la Révolution française, que c'est eux qui l'ont organisée, qui l'ont préparée longtemps d'avance. En fait, il y a autant de francs-maçons parmi les victimes de la Révolution que parmi ceux qui l'ont que parmi les dirigeants. D'ailleurs, les pères fondateurs des États-Unis étaient pour la plupart francs-maçons également, George Washington et plusieurs autres. Puis en Angleterre, la principale loge maçonnique, généralement, le chef, c'est le prince de Galles. Difficile d'être moins subversif que ça. Mais ça revient fréquemment, le complot maçonnique, qu'on va parfois allier aux Juifs, qui reviennent tout le temps, eux autres aussi. On va parler de complot judéo-maçonnique. Ça va être bien à la mode au 19e siècle. Au 20e siècle, ça va se changer en complot judéo-bolchevique. Mais il y a toujours un juif quelque part là-dedans, qu'on accuse. Donc, ça va être... Et il y a aussi, dans les milieux protestants, le complot catholique. Les catholiques sont prompts à accuser les francs-maçons d'être de faire des complots. D'ailleurs, aux États-Unis aussi, on va accuser les francs-maçons au début du 19e siècle. Il va y avoir une vague, mais il va y avoir la vague du complot catholique. On va prétendre, avec l'immigration irlandaise qui arrive aux États-Unis au 19e siècle, et qui sont majoritairement des Irlandais catholiques, parce que les catholiques étaient les plus pauvres en Irlande, et c'est eux qui émigrent, on va dire que c'est un complot papiste pour prendre le contrôle des États-Unis. On va voir l'affaire Maria Monk, dont on a déjà parlé, qui prétendait toutes sortes de turpitudes dans les couvents catholiques, et que c'était une tentative de prendre le contrôle des communautés. Le révérend Chiniki, qui était un prêtre catholique devenu protestant, canadien-français, va toujours prétendre que le président Lincoln a été assassiné par des jésuites. Ça va rester, et ça revient, le Ku Klux Klan va être beaucoup dans le complot anticatholique, en plus d'être anti-maçonnique, et bien anti-juif et anti-noir, bien sûr. Et c'est là que va apparaître, quand on parle du complot juif, on va parler aussi, les théories du complot vont souvent amener à la création de faux documents, où on tente de prouver ce qu'on n'est pas capable de prouver autrement. Le plus connu, le protocole des sages de Sion. Alors, c'est un document qui se présente comme un plan de conquête du monde établi par les Juifs et les francs-maçons. C'est un document où on nous présente une soi-disant réunion d'un conseil juif supérieur où on planifie la conquête du monde. On sait que depuis que ça a été rédigé à Paris, en fait, en 1901, par un certain Mathieu Golovinsky, qui était un agent de l'Okrana, c'est-à-dire la police secrète russe. Et que le but, évidemment, c'était de détourner l'attention vers les Juifs, de les présenter comme et de convaincre surtout Nicolas II et son gouvernement qu'il ne fallait pas avoir d'ouverture vis-à-vis des Juifs, il ne fallait pas leur donner l'égalité des droits, etc. Les Juifs étant des citoyens vraiment de troisième zone en Russie à l'époque. Alors, l'empereur va refuser de s'en servir, d'ailleurs, de ce document-là, mais ça va ressortir et ça va être réactivé par les nazis. Ça va être amené aux États-Unis par Henry Ford, qui va le faire traduire en anglais, et ça revient périodiquement. Il est très populaire dans le monde arabe aujourd'hui. Alors, et de temps en temps, il y a des hommes politiques qui vont donner laisser entendre des choses comme à un moment donné, Walter Rathenau va parler des 72, Walter Rathenau, qui était un ministre allemand, va parler des 72 qui mènent le monde, on ne saura jamais de qui il parlait. C'est évidemment le complot communiste, avec la Red Scare, la peur des Rouges dans les années 1950, où on voit des communistes partout. Et c'est là qu'on a notre petit protocole des sages de Sion québécois. C'est en 1949, lors de la grève de l'amiante. Un document va être coulé à la presse qui s'appelle le rapport Custos, 184 pages, soi-disant adressées au Vatican, qui prétend démontrer que les syndicats impliqués dans la grève sont des agents communistes. Et
On va présenter là-dedans de soi-disant débats d'une cellule communiste qui ne sont pas très vraisemblables parce qu'entre autres, on voit des communistes faire l'éloge des encycliques pontificales en disant que c'est tellement des beaux documents qu'on ne peut pas espérer à convaincre les ouvriers de devenir communistes. Parce que ça, c'est trop bien conçu, les documents, les encycliques papales. Alors, le document va être démontré comme un faux très rapidement, mais on ne saura jamais c'est qui l'a créé. Et dans les années 60, avec la mouvance ésotérique, ce qu'on va appeler le réalisme fantastique, l'intérêt pour les extraterrestres, etc., on va commencer à parler des gouvernants invisibles du monde. Il y a des livres qui vont être édités là-dessus, Le Matin des magiciens, entre autres, de Jacques Bergier, qui va souligner, à un moment donné, dans plusieurs paragraphes, que des fois, on ne sait plus qui gouverne, qui est difficile de savoir qui est qui. Va donner l'exemple de l'Union soviétique, où après le renversement, la mort de Staline, ça va prendre à un moment donné, on va dire c'est Beria qui gouverne, on va apprendre qu'il a été fusillé, et il va dire on ne sait plus finalement c'est qui nos vrais gouvernants. Évidemment, il va y avoir le 11 septembre 2001, les attentats qui vont créer une pléthore de théories du complot. Évidemment, les extraterrestres sont là-dedans. Beaucoup pensent que c'est des Greys, des races d'extraterrestres qui gouvernent réellement le monde. Le sida, on va dire, qui a été créé en laboratoire pour toutes sortes de raisons, dépendant à qui on l'attribue. On va accuser le GIEC, le mouvement contre les gouvernements contre les réchauffements climatiques. À un moment donné, il va y avoir de soi-disant documents qui tendent à prouver que c'est un coup arrangé. On parle bien sûr récemment du vol des élections américaines. Dans les années 80-90, ça va être des complots satanistes qui vont être très populaires aux États-Unis en particulièrement. Tout le monde qui prétend avoir une agression sexuelle, on va toujours lier ça à un complot sataniste. On parle aujourd'hui des pédosatanistes, qui sont les grands de tête de turc, entre autres, du mouvement QAnon. Alors, ça finit plus, ça revient tout le temps. Mais il y a une chose encourageante, contrairement à ce qu'on pense, j'ai vu une entrevue récemment avec un dirigeant d'une maison de sondage, et il disait qu'il n'y a pas plus de gens aujourd'hui qui croient à des théories du complot qu'il y a 30 ans. Simplement, ce n'est pas les mêmes. Et surtout, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ils sont plus visibles. Et aujourd'hui, ils sont plus visibles par ceux qui ne sont pas dans cette mouvance-là et qui n'y croient pas aux autres théories du complot. Autrefois, on pouvait ignorer qu'il y avait des gens qui croyaient à ça. Aujourd'hui, on le sait. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, finalement. Oui. Et puis, sur cette bonne nouvelle, on va terminer notre émission et la saison de Histoire à dormir debout. Mesdames et messieurs, bonsoir et restez à l'antenne de TVCBF.